Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de bilan lecture où je vais vous parler de mes lectures du mois d'octobre. Je vais commencer avec des livres de la rentrée littéraire, puis je continuerai avec des nouvelles classiques fantastiques et je terminerai par un roman young adult thriller. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Commençons par la rentrée littéraire. Un des livres de la rentrée littéraire que je voulais absolument lire, c'est Célèbre de Maud Ventura, surtout après avoir beaucoup aimé son précédent et premier roman Mon mari, qui révèle à la fin du roman une folie encore plus pernicieuse qu'on aurait pu le croire. Célèbre fonctionne sur le même principe. C'est très psychologique. On suit le personnage principal et narratrice Cléo, qui parle de son évolution, son parcours avant de devenir une star internationale de la pop, une méga star. L'autrice se concentre donc beaucoup sur sa psychologie, mais aussi sur ses pathologies en fait. Alors elle est très déterminée pour réussir, mais elle est aussi complètement obsessionnelle, mégalo, tout sauf empathique. J'en passe. Et ce qui la rend en fait comme personnage quelqu'un de particulièrement détestable, mais le but n'est pas de s'attacher au personnage. Ce roman est surtout l'occasion pour l'autrice, outre le côté portrait intime, réaliste, cru aussi, de ce type de célébrité, c'est l'occasion de dénoncer une partie de la société qui existe bel et bien et qui est déconcertante. C'est l'occasion aussi de dénoncer un monde absurde et inhumain. À travers Cléo, je trouve qu'on peut penser à d'autres célébrités existantes voilà, par moment et par difficulté dans cette autre réalité. L'apothéose finale, comme Maud Ventura aime faire, est pareil, assez incroyable. Bon, elle a eu moins d'effet sur moi que celle du roman Mon mari, mais quand même, ça a été un livre que j'ai dévoré, que j'ai beaucoup apprécié, extrêmement intelligent dans son analyse, dans sa critique. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Autre roman de la rentrée littéraire, j'ai lu Les Traqueurs de Charles Frazier. Ça me fait bizarre, de Charles Frazier. Charles Frazier, bon. On sillonne le Wyoming, le Montana, l'État de Washington, la Californie, même la Floride, auprès de Valentine, Val, un peintre qui a été envoyé dans un tout petit village du Wyoming pour réaliser une fresque dans un bureau de poste pendant les années 30, c'est pendant la Grande Dépression. Alors le tracker, c'est lui, c'est Val. En fait, il y a un homme dénommé Long qui a de grandes aspirations politiques et qui a hébergé, accueilli Val dans ce village du Wyoming. Et sa femme, Eve, disparaît. Or, voilà, Long va demander à Val de la chercher, donc ce qui va être une forme d'enquête pour savoir où elle est passée, pourquoi elle est partie aussi inopinément, et puis qu'est-ce qui est devenu le petit tableau de Renoir original qu'elle a pris avec elle. Les différents endroits des États-Unis, de façon très réaliste, avec leur diversité sociale, outre que géographique, c'est vraiment passionnant. Par contre, la traque, l'enquête, la traque, m'a plu pendant un bon moment. C'est juste que à partir d'un certain point, j'étais plus vraiment dedans et donc j'ai un petit peu décroché. Mais ce n'est que personnel parce que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture et je pense qu'il y a des lecteurs que ça ne dérangera absolument pas. Il y a quand même du suspense, les événements s'enchaînent, il n'y a pas de problème au niveau du rythme. Donc voilà, un livre je pense qui peut plaire.
J'ai commencé d'autres livres de la rentrée littéraire, mais j'ai été plutôt déçue et donc je les ai abandonnés. C'est quelque chose que je fais très facilement d'ailleurs, d'abandonner mes lectures en cours de route. Je ne me force absolument pas à lire. Si ça ne me plaît pas complètement ou vraiment beaucoup, je ne me force pas. En tout cas, le dernier que j'ai lu de la rentrée littéraire, c'est Un autre m'attend ailleurs de Christophe Bigot. Et je n'ai vraiment pas été déçue, ça a été même quasiment un coup de cœur. Christophe Bigot est professeur de lettres en classe prépa et il est passionné par Marguerite Yourcenar. Et dans ce roman, il a décidé, en se basant sur de solides recherches, de dépeindre la dernière relation, le dernier amour de la célèbre autrice Marguerite Yourcenar. Il s'agit de l'histoire entre Marguerite Yourcenar et Jerry, un Américain qui a une trentaine d'années, même pas, quand ils se rencontrent, alors que l'autrice, elle, a 75 ans. Et bon, alors elle voit en lui une beauté pure, comme des héros grecs dont elle a pu être passionnée et dont elle a pu être inspirée pour écrire ses propres œuvres. Et bon, lui, il est homosexuel, mais ils vont se rapprocher tous deux, ils vont vivre, ils vont former un couple et ils vont faire énormément de voyages ensemble, ils vont partager plein de choses et être très très proches. On découvre donc Jerry, qui est une personne complexe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bon, il y a clairement un fossé entre lui et Marguerite, mais pourtant ça ne les empêche absolument pas de s'aimer. Et l'auteur, avec une plume très maîtrisée et avec un esprit des plus sensibles, sage, renseigné aussi, et donc il fait revivre Marguerite dans toute sa complexité à elle aussi, et il nous fait revivre Marguerite dans toute sa complexité aussi, ses contradictions, ses passions, ses rêves, ses richesses. C'est vraiment très 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 prenant et intéressant. J'ai été absolument emportée par cette histoire vraie, j'ai été touchée. Euh, Mon esprit en plus a pu bénéficier d'une grande dose de réflexion sur l'humanité, donc bref, je recommande vraiment. J'ai lu avec un énorme intérêt un coup de cœur de Cathy du blog Bookivore, je vous mets le lien de sa chronique en barre d'infos, du roman La joueuse de Go de Shansa. Ce livre, prix Goncourt des lycéens en 2001, est très fort, tant par sa qualité d'écriture que par son histoire. On y suit deux personnages, à chaque fois avec un point de vue à la première personne qui s'alterne selon les chapitres, chapitres qui sont d'ailleurs très courts. Et on est dans les années 30 en Mandchourie, territoire chinois, sauf qu'à l'époque il est sous domination japonaise. Les Japonais combattent justement les révolutionnaires chinois, les révolutionnaires mandchous qui cherchent à se libérer de leur pouvoir. Alors il y a notre héroïne, étudiante, elle a 16 ans, elle est excellente au jeu de Go, donc ce jeu qui est très célèbre en Chine et qui est très complexe. En tout cas, c'est la seule femme qui a accepté place des 1000 vents et qui a le droit donc de jouer sur cette place avec qui le souhaite en fait. C'est une place où viennent les gens qui désirent jouer et s'assoient dès qu'il y a un joueur de libre, etc. On suit donc cette jeune fille-là et on suit aussi un jeune homme japonais qui lui est soldat. Il part en Mandchourie, il quitte sa mère, sa famille comme soldat japonais pour rétablir l'ordre en Chine. Il est très complexe. Il est, comme beaucoup des autres soldats, prêt à mourir pour l'empereur, mourir comme héros. Donc voilà, deux personnes qui vont se retrouver liées au bout d'un moment, puisque le jeune homme va être missionné comme espion et va jouer au Go contre la petite joueuse de Go. C'est un roman imprévisible, vraiment, j'ai trouvé.
Il est question d'amour dans toute sa beauté, sa complexité. En fait, rien ne se passe vraiment comme on l'attend, ce que j'ai trouvé extrêmement appréciable. Mais oui, il y a beaucoup de beauté, pourtant cette culture est bien bien différente de la nôtre, notamment au niveau des rapports hommes-femmes, mais aussi dans le rapport à la vie et dans le rapport à la mort. À la fin, la guerre horrible éclate ouvertement et nos personnages vont être touchés aussi, ça va être terrible, mais encore une fois de manière complètement inattendue. Donc tragique mais surprenant à la fois. Et bref, je pense que c'est un roman dont il ne faut absolument pas passer à côté. Alors rien à voir, mais j'ai lu le dernier Delphine de Vigan. Il est tout juste sorti et pour la première fois, l'autrice publie une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre et quel plaisir de retrouver l'œuvre de cette autrice, même si le format est différent. Dans cette pièce, il est question de personnes invisibles pour qui pourtant être sous le feu des projecteurs est la victoire ultime. Il s'agit donc des figurants au cinéma. Delphine de Vigan dépeint cette facette peu connue du cinéma avec une extrême intelligence, je trouve. Il y a beaucoup d'humour, c'est réaliste, c'est plein de psychologie aussi, elle dénonce aussi pas mal de choses. C'est juste, c'est prenant, c'est vraiment bien pensé. J'aimerais voir la pièce sur scène, mais en tout cas, j'ai eu aucun souci à me faire une représentation mentale de la pièce juste à sa lecture. Après le roman Les enfants sont rois, où Delphine de Vigan dénonçait les problèmes de la télé-réalité, donc là, elle s'intéresse à ce qu'elle appelle les prolos du cinéma, les figurants, où elle dénonce aussi autant de choses, ces oubliés qui s'obstinent à rester dans le métier pour des raisons plus ou moins différentes. En tout cas, ils cherchent à exister malgré un métier qui n'est vraiment pas rose, hein. Les conditions sont absolument pas idéales du tout. Et voilà, elle le fait encore avec un immense, comme elle sait faire, travail psychologique, approche psychologique, un sérieux. Et puis avec, ce qui est incroyable, vu que c'est sa première pièce de théâtre, mais je trouve un travail de mise en scène vraiment abouti, vraiment bien construit. Une lecture que je conseille vraiment parce que ça a été quasiment un coup de cœur pour moi. Et maintenant, passons au classique. En cette période halloweenesque, je voulais lire des nouvelles un petit peu dans le genre de celles d'Edgar Allan Poe, mais de Maupassant. Et donc j'ai lu Le Horla et autres récits fantastiques de l'auteur pour découvrir. Je n'avais jamais lu encore de nouvelles fantastiques de Maupassant. Ces nouvelles, parfois très courtes, sont souvent des témoignages en fait relatés au narrateur ou à un autre personnage pour parler d'événements vécus qui ont été particulièrement effrayants. Des apparitions, des possessions, des ambiances absolument effrayantes, des mystères. La peur est omniprésente, mais aussi la peur de la folie. Maupassant arrive par moments à mêler réalité et découverte scientifique à des événements incompréhensibles. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Il y a certaines réflexions d'ailleurs qui sont un peu poussées par moments qui m'ont bien plu. Ma préférée n'aura pas été le Horla finalement, mais la chevelure. Bon, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Et je trouve que c'est idéal pour frissonner un peu en cette période, euh, de manière, voilà, avec une ambiance particulière, même si c'est ancien aussi, ça ajoute quelque chose. Donc vraiment, ça se lit très très bien et je recommande. Pour rester dans le même esprit, j'ai lu une autre nouvelle du genre de la grande autrice américaine Edith Wharton qui a écrit donc Careful, publié en 1916.
C'est une nouvelle très courte, elle fait 35 pages environ, et il y a tous les éléments du genre. Donc une forteresse, sorte de château gothique, des meurtres, des fantômes, des destins terribles à travers une légende. Avec Careful, nous sommes en Bretagne et l'autrice nous plonge dans une ambiance où on reste dans le folklore celte, des légendes bretonnes. Même si l'autrice est américaine, elle maîtrise plutôt bien, j'ai trouvé, la culture et la géographie bretonne. Et vraiment, on sent qu'elle a pris plaisir à écrire ce récit fantastique. Et je pense que ça peut vraiment ravir les personnes qui souhaitent frissonner légèrement, tout en restant voilà, dans un contexte un peu celte et de légende. J'ai apprécié cette lecture qui me donne envie d'ailleurs de lire d'autres nouvelles d'Ellis Wharton pour rester dans l'ambiance. Pendant ma lecture, dans l'ambiance celte et fantastique, j'ai écouté mon album préféré de la musicienne et chanteuse Lorena McKennitt. Et je vous mets en barre d'infos sur YouTube la vidéo où on peut écouter son album, car je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez envie de découvrir et d'écouter. En tout cas, je vous le recommande grandement. Je cherchais une lecture addictive, mais intelligente aussi, dans l'esprit d'Halloween, et je me suis tournée vers le nouveau roman qui est sorti en août dernier de Maureen Johnson, une autrice que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Son roman, elle écrit du roman Young Adult, hein, et avec des enquêtes, etc. Donc j'aime beaucoup, mais c'est vraiment un peu une exception pour moi dans le genre. Et donc j'ai lu son dernier qui s'appelle Death at Morning House et qui est sorti en anglais, mais donc pas traduit en français comme la majeure partie de ses romans. Je n'ai absolument pas été déçue. Encore une fois, Maureen Johnson livre un récit vraiment riche, très bien construit, un thriller intelligent. Et voilà, il y a plein de rebondissements. Certes, les héros sont des ados, mais le côté young adult s'arrête là. L'héroïne que l'on suit a brûlé accidentellement une maison alors qu'elle essayait d'impressionner lors d'un date la fille de ses rêves. Bon, ça a mal tourné et elle part honteuse finalement dans une île du nord-est des États-Unis pour devenir guide pour l'été avec d'autres jeunes de son âge. Cette île est particulière. La demeure, du coup, qui est dessus, Morning House, a été celle de la richissime famille du docteur Ratson dans les années 30, où il y élevait ses 6 enfants adoptifs. Tout ça, non, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, il y a beaucoup de mystères. Et justement, en parlant de mystère, ce qui a marqué les esprits, c'est que cette famille Watson a quitté précipitamment les lieux à l'époque, après 2 morts très mystérieuses. La demeure est en elle-même mystérieuse, immense, fascinante. De toute façon, Maureen Johnson sait comment faire pour poser une ambiance, un décor. Et voilà. Donc cet été-là, d'autres meurtres ont lieu. Et donc c'est vraiment un thriller extrêmement prenant où les points de vue se mêlent avec les deux époques dans les années 30 et puis actuelles. Tout s'entremêle et bref, quasiment pareil, un coup de cœur pour moi. Je ne peux que vous le recommander si vous pouvez lire en anglais. Voilà pour ces quelques lectures du mois d'octobre. En ce moment, je lis un pavé qui est très très bien. Je vous en parlerai dans le bilan lecture de novembre. Et puis voilà, je vous souhaite d'excellentes lectures et j'espère à bientôt.